une vieille demeure, un jardin figé par le vent, et un silence où le passé murmure encore. Ce soir, les ombres ont des secrets, et chaque pas résonne comme un souvenir qu'on ose nommer, une disparition, un nom effacé, et dans le cœur du mystère, un homme aux moustaches immuables, prêt à dévoiler l'invisible. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi, prête? Entrons dans l'histoire. C'était par un matin de novembre que Poirot, encore en robe de chambre et absorbé dans l'étude des résultats des courses, me tendit une lettre d'un air méditatif. « Hastings, mon ami, lisez ceci. Voilà une invitation bien singulière. » Je pris l'enveloppe. Elle était d'un ivoire épais, élégamment gaufrée d'un blason discret, et portait un parfum léger de lavande fanée. À l'intérieur, une écriture fine et inclinée formulait une demande de Lady Myra Alberton, vieilles amies des cercles aristocratiques, nous conviant à passer quelques jours à Eversley Court, sa propriété dans le Norfolk. Elle évoque, poursuivit Poirot, un besoin de présence rassurante. Cela ne vous semble-t-il pas légèrement dramatique? Je haussai les épaules. Peut-être cherche-t-elle simplement la compagnie d'un esprit brillant, ou deux, ajoutai-je avec un sourire. Poirot hocha la tête, songeur. Lady Alberton ne fait rien à la légère, et je sens, comment dire, une tension derrière ces lignes parfaitement polies. Acceptons, mon ami, le repos, et peut-être le mystère. Nous quittâmes Londres 2 jours plus tard, sous un ciel de plomb. Le train filait à travers des paysages d'automne, haies dénudées, champs endormis, petits villages aux toits luisants d'humidité. Poirot, fidèle à lui-même, restait impeccablement vêtu, ne cessant de brosser son chapeau melon du bout des doigts. Quant à moi, je laissais mes pensées divaguer, observant les passagers silencieux, les gares désertes, et cette brume tenace qui semblait accompagner notre progression comme un voile. Ce ne fut qu'à l'approche du Norfolk que la silhouette d'Eversley se découpa au loin, imposante, austère, couronnée de cheminées élancées. Un manoir de pierre grise, dressé comme un souvenir que personne n'aurait osé effacer. Une voiture nous attendait. Le chauffeur, discret et sans âge, nous conduisit sans un mot jusqu'à la grande allée bordée de hêtres. Le manoir s'élevait devant nous, solennel, comme figé dans une autre époque. « Charmant », murmura Poirot en descendant, mais froid, très froid. Je ne sus dire s'il parlait du vent ou de l'atmosphère invisible qui semblait peser déjà sur la maison. Dans le grand vestibule, Lady Alberton nous accueillit avec cette grâce, un peu rigide, propre aux dames d'une autre génération. Grande, voûtée, vêtue de violet profond, elle nous serra la main, comme on présente ses hommages à une autorité invisible. « Hercule », dit-elle simplement, et ce devait être un surnom affectueux, « je vous remercie d'être venu. » Elle se tourna vers moi, avec un sourire plus tendre. « Et le capitaine Hastings, je suis ravi. » Après avoir été conduits à nos chambres, nous fûmes conviés à prendre le thé dans le petit salon. C'est là que je fis connaissance avec les autres invités. Lionel Ware, tout d'abord, un écrivain reconnu pour ses récits, au vitriol sur la haute société. L'homme avait un regard perçant, des lèvres minces, et une ironie constante dans la voix. Clémence Valory, ensuite, jeune femme pâle, au port raide, comme si elle craignait en permanence d'être observée. Elle paraissait fragile, mais je notais dans ses gestes une retenue douloureuse, presque maladive. Le docteur Lenbury, discret, aux manières sobres, semblait ne parler que lorsqu'il le jugeait strictement nécessaire. Il avait cette froideur feutrée que je reconnaissais chez certains hommes de science. Et enfin, elle entra. La duchesse,
Clarisse Darmon. Le silence se fit, sans raison apparente. Clarisse Darmon était de ces femmes que l'on ne décrit pas, on les retient. Sa silhouette était fine, élancée, drapée dans une étoffe de soie sombre. Son visage, autrefois sûrement éclatant, portait maintenant une beauté mélancolique, adoucie par les années. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut son regard. Vaste, lointain, un regard de femme qui avait vu quelque chose et ne voulait plus jamais le revoir. Elle portait, délicatement épinglée à sa robe, une broche ancienne en forme d'alouette. L'objet brillait d'une façon particulière à la lumière du crépuscule qui entrait par les vitres. Un éclat discret, presque tremblant. Elle salua Poirot avec une politesse distante, puis me regarda comme si elle cherchait en moi un souvenir ou une absence. « Ce lieu est beau, » dit-elle en s'asseyant, « mais il garde trop bien ses secrets. » Poirot incline légèrement la tête. « Et vous, madame, les vôtres ?» Elle sourit, un sourire sans chaleur, sans réponse. Le thé fut servi dans une porcelaine délicate. Les conversations dérivèrent vers l'Italie, les expositions à Londres, et cette guerre qu'on n'osait plus nommer. Lionel Ware fit une remarque acerbe sur les vertus morales des duchesses. Un rire poli s'éleva. Clarisse demeura impassible. « Le passé, » dit-elle enfin, « a ceci de cruel qu'il ne disparaît jamais vraiment. On croit l'avoir enterré, mais il respire encore sous la terre. » Clémence blêmit. Lady Alberton s'éclaircit la gorge. « Le passé appartient à Dieu, » dit-elle. « Non, madame, » répondit la duchesse d'une voix basse. « Il appartient à ceux qu'il a blessés. » Poirot tourna lentement sa cuillère dans sa tasse. Je sentais en lui ce frémissement particulier qu'il réservait aux instants où un mot, en apparence banal, ouvrait la voie à une vérité plus vaste. Je ne pus m'empêcher de frissonner. Après le thé, Poirot me proposa une promenade. Le jardin d'Eversley, quoiqu'en sommeil automnal, conservait une austère élégance. Nous marchions lentement sur les graviers humides, laissant derrière nous les rumeurs étouffées du salon. « Mon ami, » dit Poirot en désignant un sentier étroit bordé d'ifs, « voyez-vous cela? Ce chemin mène quelque part, mais pas n'importe où. » Je le suivis du regard. Le sentier descendait doucement vers la lisière des bois, où l'on devinait, au loin, une brume plus dense. « Vers la falaise, sans doute, » murmurai-je. Poirot se pencha pour ramasser une feuille encore verte. « Chaque endroit ici semble cacher un souvenir, et j'ai la conviction que cette maison n'a pas encore tout dit. » Il remit la feuille à sa place, comme s'il ne voulait pas troubler le décor avant l'heure. Nous fûmes conviés au dîner peu après 7 heures. Un majordome à l'allure spectrale annonça les convives d'une voix sourde, tandis que les chandeliers projetaient sur les murs des ombres vacillantes, comme autant de présages silencieux. La salle, vaste et solennelle, paraissait conçue pour des réceptions fastueuses que l'on ne donnait plus depuis longtemps. Lady Alberton présidait la table, la duchesse à sa droite, Poirot à sa gauche. Je fus placé en face de Clémence Valory, qui triturait nerveusement sa serviette. Lionel Ware, installé entre 2 carafes de cristal, affichait un sourire d'ironie froide, comme s'il s'amusait à observer un théâtre invisible. Le repas, quoique délicieux, glissait sur les palais sans éveiller l'enthousiasme. Ce n'était pas la qualité des mets qui posait problème, mais l'ambiance, quelque chose d'indéfinissable, une tension presque palpable. Personne ne parlait vraiment à voix haute, on évitait certains regards, et même le cliquetis des couverts semblait avoir une gravité nouvelle. Je lançai un coup d'œil à Poirot. Il ne mangeait guère, mais observait avec une attention soutenue les visages, les gestes, les silences surtout. Un dîner pour lui n'était jamais un simple dîner.
La conversation, d'abord banale, dériva peu à peu vers des sujets plus sombres. Ce fut Lionel Ware, bien entendu, qui ouvrit la brèche, posant négligemment une question sur un ancien régiment, évoqué dans un article qu'il prétendait avoir lu récemment. Le 17e du Norfolk, dit-il, ces pauvres diables ont été décimés en 1917. Beaucoup de jeunes officiers, issus de la noblesse, je crois. Certains noms me reviennent. Darmon, par exemple. Un frisson parcourut la table. Clarisse, immobile, ne leva pas les yeux de son assiette. « Mon mari, répondit-elle enfin, était capitaine dans ce régiment. Il est mort dans les Flandres. » La phrase, prononcée avec une simplicité glaciale, coupa court à toute tentative de relance. Mais le mal était fait. La guerre, ce spectre que l'on croyait tenu hors des salons, venait de s'inviter sans crier gare. Le docteur Lenbury prit une gorgée de vin et la reposa sans bruit. « Ce sont des choses qu'on ne devrait jamais exhumer, dit-il lentement. La guerre laisse des cicatrices, mais aussi des silences. » Clémence pâlit encore davantage, et je remarquai que ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle reprit sa coupe. Poirot, quant à lui, restait muet. Mais je vis dans la façon dont il tapotait la nappe du bout des doigts qu'il avait noté quelque chose, pas une parole, non, peut-être une absence de parole. Ce fut après le plat principal que la duchesse, jusque-là en retrait, prit soudain la parole. Sa voix était calme, presque trop calme, comme une eau stagnante qui masquerait une profondeur inattendue. « Il est étrange de constater, dit-elle, combien le passé survit dans les choses ordinaires. Un parfum, une voix, une phrase tombée comme par hasard. » Elle s'interrompit, laissant planer ses mots comme un brouillard. Puis elle tourna légèrement la tête vers Poirot. « Savez-vous, monsieur, que certaines vérités ne se montrent que lorsqu'on a cessé de les chercher? Il m'est arrivé récemment un souvenir, non, plus qu'un souvenir, une présence. » Je vis le regard de Poirot s'intensifier. « Une présence ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça. « Un homme, de ceux que l'on croyait perdus, ou morts. Mais parfois, les morts reviennent, pas avec des cris ni des chaînes, mais avec une lettre, un nom sur une bouche inconnue, ou un visage aperçu dans la foule. Personne ne parla. On entendait au loin le tic-tac sourd de l'horloge du vestibule. « Je ne dors plus, » conclut-elle, « parce que je ne suis plus certaine que ce que j'ai vécu était bien réel. » Lionel Ware se racla la gorge. Clémence regardait fixement son verre. Et moi, je n'osais briser cette étrange suspension, comme si nous venions tous d'entrevoir quelque chose d'invisible. Ce qui me frappa, dans les secondes qui suivirent la déclaration de la duchesse, ce fut le malaise palpable qui s'empara de la table. Lady Halberton détourna les yeux. Le docteur Lenbury se réfugia dans un silence figé, et Clémence, la pauvre enfant, faillit lâcher sa coupe tant ses mains tremblaient. Mais le plus surprenant fut Lionel Ware. Lui, l'observateur, cynique, l'homme aux traits impassibles, se redressa légèrement et fixa Clarisse avec une intensité presque troublante. Je crus même percevoir une émotion. Non, pas de l'émotion, mais une alerte, une conscience aiguë que quelque chose venait de glisser hors de son contrôle. Poirot, lui, notait. Il ne prenait pas de notes, bien entendu, ce n'était pas son style, mais je le connais assez pour savoir que chaque tressaillement, chaque hésitation, chaque œil qui évite l'autre est pour lui une pièce de ce puzzle qu'il commence déjà à assembler. « Mon ami », me glissa-t-il plus tard à voix basse, « parfois, ce sont les silences autour d'une parole qui en révèlent le poids véritable. » Et cette nuit-là, la salle à manger fut pleine de silence, qui pesait très lourd.
Lorsque le dessert fut servi, une tarte aux poires parfaitement exécutée, Poirot se tourna vers Lionel Ware avec cette douceur redoutable qui précède souvent l'implacable. « Monsieur Ware, dit-il, vous avez évoqué tout à l'heure le 17e régiment. Vous semblez bien informé des tragédias qui l'ont frappé. Était-ce un sujet d'intérêt personnel ?» L'écrivain esquissa un sourire sans chaleur. « J'écris, Monsieur Poirot, j'observe, et parfois, j'assemble des fragments oubliés. L'histoire n'est jamais tout à fait terminée. » « Vous parlez comme un archéologue des cendres, » répondit Poirot doucement. « Mais parfois, ce qu'on exhume n'aime pas être dérangé. » Ware haussa les épaules. « La vérité est une chose relative, monsieur. Ce qu'on appelle vérité à 20 ans devient souvent erreur à 40, et l'inverse. C'est une vision élastique de la conscience, » fit Poirot en inclinant la tête. « Intéressante. » Ware ne répondit pas, mais je vis, sur sa joue, une tension infime, un muscle qui se contracta puis se calma. Quelque chose, assurément, dans cette conversation, venait de faire vibrer une corde sensible, mais laquelle? Après le dîner, chacun se retira dans ses quartiers, ou vers les pièces communes pour des lectures silencieuses ou des jeux de cartes. Clarisse, elle, refusa poliment toute activité. « J'ai besoin d'air, » dit-elle à Lady Alberton. « La nuit est douce, malgré la saison. » Je la vis enfiler un châle noir, ramasser une lanterne à huile posée dans le vestibule et franchir la porte vitrée qui menait au jardin. Sa silhouette fine, presque irréelle, disparut entre les ifs et les grands buissons de laurier. Un instant, je crus l'appeler. Je ne savais pourquoi. Une inquiétude diffuse, peut-être, ou cette impression tenace que certains départs ne sont pas suivis de retour. Poirot, resté près de l'âtre, leva les yeux. « Elle est allée vers le crépuscule, » dit-il doucement. Je hochai la tête sans répondre. Et pendant que les horloges sonnaient lentement 9 heures, la nuit tomba sur Eversley Course, aussi dense et silencieuse qu'un secret trop longtemps gardé. Je me souviens distinctement du silence étrange qui régnait ce matin-là, dans la salle à manger d'Eversley Court. Les domestiques allaient et venaient plus lentement qu'à l'ordinaire, comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Lady Alberton entra la dernière. Elle semblait nerveuse, les mains crispées autour d'un mouchoir brodé. Sans même s'asseoir, elle déclara d'une voix blanche « Clarisse n'est pas revenue de sa promenade d'hier soir. » Les regards se levèrent. Clémence laissa échapper un halètement discret. Lionel Ware posa sa tasse avec une lenteur théâtrale. Le docteur Lenbury baissa les yeux. « Vous êtes certes certaine ?» demandai-je. Son lit n'a pas été défait. Sa chambre est vide. Et l'un des jardiniers dit l'avoir vue, tard, hier, près de la falaise. Je sentis Poirot se raidir à mes côtés. Était-elle seule? Lady Alberton acquiesça en silence. L'air semblait plus froid, soudain. Les murs du manoir paraissaient s'être rapprochés, comme pour écouter. « Hastings, » dit Poirot en se levant, « il faut que nous allions voir cela immédiatement. » Nous marchâmes à travers le parc détrempé, le vent chassant les dernières brumes du matin. Arrivé sur la lande, au sommet de la falaise, ce fut Poirot qui la vit le premier. Là, sur la pierre plate, la broche, l'alouette, délicatement posée, les ailes écartées comme si elle allait s'envoler. Il n'y avait aucun doute. C'était bien celle que portait la duchesse, la veille encore, lors du dîner. Je m'agenouillai. Il n'y avait ni trace de lutte, ni empreinte visible, seulement cette broche ancienne, laissée là comme une signature. Poirot la contempla longuement, sans la toucher. « Très symbolique, » murmura-t-il, « et trop soigneusement placée. » Je le regardai, perplexe.
Vous pensez que ce n'est pas un geste désespéré? Justement, Hastings, les vrais désespoirs ne prennent pas le temps de composer une scène aussi poétique. Ils agissent dans l'ombre, dans l'urgence, dans la confusion. Je frissonnais, plus de trouble que de froid. Le vent, au bord du vide, avait cette manière étrange de murmurer des choses qu'on ne comprenait pas encore. Poirot fit quelques pas autour de la pierre. Il s'accroupit soudain, eut l'air avec une concentration extrême, et fronça les sourcils. « Vous sentez, Hastings ?» Je tendis le nez. Il y avait en effet, dans l'air déjà vif de la lande, une trace inattendue, sucrée, presque florale. « Jasmin, dit-il, et cèdre, un parfum singulier, très particulier. Ce serait celui de la duchesse ?» Il secoua lentement la tête. « Non. Hier soir, elle portait une senteur plus poudrée, une composition à base d'iris. Mais ce mélange-ci, ce parfum est masculin, rare. Et surtout, il n'a rien à faire ici. » Je jetai un coup d'œil autour de nous. Il n'y avait que des rochers, des herbes rases, et l'abîme en contrebas. Quelqu'un d'autre était là, Hastings, et il portait ce parfum. La police locale arriva peu après midi. Le sergent Mallory, homme robuste à la moustache grisonnante, prit immédiatement les choses en main. « Une chute », conclut-il en regardant la falaise, « ou un suicide. On en voit malheureusement plus d'un dans cette région. » Poirot resta courtois, mais je sentais l'agacement dans ses prunelles sombres. « Avez-vous trouvé un corps, sergent ?»« Non, pas encore. Mais la mer est puissante, monsieur Poirot. Elle emporte vite ce qu'elle veut garder. » Je vis Poirot refermer ses mains sur sa canne, avec lenteur. Elle emporte, certes, mais elle ne place pas des broches en équilibre parfait sur des rochers de granit. Le sergent haussa les épaules, peu convaincu. Une dame noble, fragile, tourmentée par des souvenirs de guerre. C'est un scénario triste, mais classique. Trop classique, souffla Poirot à mon oreille, en s'éloignant. Et je sus que son esprit venait d'écarter la piste du suicide. De retour au manoir, Poirot refusa le déjeuner et s'enferma un moment dans la bibliothèque. Lorsqu'il ressortit, son regard avait cette acuité qui ne laissait place à aucun doute. Il était en alerte. « Hastings, dit-il, cette disparition n'est pas un accident, et ce n'est pas non plus un cri de détresse, c'est une mise en scène, savamment pensée, esthétique même. Cela, mon ami, n'est pas naturel. Vous pensez qu'elle a voulu qu'on croie à sa mort? Je pense qu'elle voulait que quelqu'un croie à sa mort. Mais ce quelqu'un n'est peut-être pas nous. » Nous marchâmes jusqu'au petit salon, où les invités s'étaient vent se grouper. Chacun semblait jouer son rôle dans une pièce invisible. Lady Alberton murmurait avec clémence. Lionel Ware écrivait des notes dans un carnet. Le docteur Lenbury tournait les pages d'un livre sans le lire. Poirot s'approcha lentement du foyer et observa les flammes. « Hastings, dit-il à voix basse, je vais parler à chacun, non comme un policier, comme un homme à qui l'on ne ment pas deux fois. » Et déjà il se dirigeait vers l'écrivain, l'œil brillant comme un chasseur qui a flairé le trouble. Lionel Ware, malgré son air détaché, paraissait moins à l'aise qu'à l'accoutumée. Il leva à peine les yeux lorsque Poirot l'aborda. « Toujours plongé dans vos carnets, monsieur Ware ? Je note mes impressions. Je suis écrivain, après tout, et je suis témoin d'un événement, ou d'un drame, devrais-je dire. Vous connaissiez bien la duchesse ? Disons que je connaissais ses histoires et certaines ombres de son passé. » Il ajouta cela avec un sourire ambigu, qui ne me plut guère. Poirot s'assit calmement. « Vous semblez peu surpris de sa disparition. Les êtres qui s'éloignent trop longtemps d'eux-mêmes finissent toujours par se perdre. »
Je vis Poirot cligner légèrement des yeux, comme s'il venait d'entendre quelque chose de plus profond qu'il n'y paraissait. « Vous saviez qu'elle allait sortir hier soir ?» Un silence, une hésitation. « Non, mais je n'en suis pas étonné. » Poirot se leva, le regard pesant. « Vous observez beaucoup, monsieur Ware, mais attention à ce que vous laissez paraître. » Les heures qui suivirent furent marquées par une agitation contenue. Chacun vaquait à ses occupations, avec une application étrange, comme s'il fallait donner le change à quelque chose ou à quelqu'un. Je m'installai discrètement dans le petit salon, feignant de lire, mais observant les autres. Lady Alberton semblait sincèrement bouleversée, mais sa tristesse prenait une forme curieuse, presque cérémonielle, comme si elle se savait observée. Clémence, elle, s'efforçait de paraître calme, mais son regard fuyait sans cesse vers la baie vitrée. Le docteur Lenbury avait les mains moites et regardait souvent l'heure. Et Lionel Ware, bien sûr, notait toujours. Poirot revint s'asseoir près de moi. « Vous avez vu ?» murmura-t-il. « Ce n'est pas la peur de la mort que je lis sur leur visage, c'est la peur du souvenir. » Je ne répondis pas. Je songeais à la broche en forme d'alouette, posée là comme une énigme, et au parfum dans le vent. Quelque chose, décidément, ne voulait pas rester enterré. Le lendemain matin, je trouvai Poirot dans la bibliothèque, entouré d'un désordre méthodique qu'il seul savait gérer. Journaux anciens, albums photographiques, lettres jaunies, le tout soigneusement étalé sur une table de lecture baignée d'une lumière froide. « Hastings, » dit-il sans lever les yeux, « il faut remonter le fil, non pas celui des événements récents, mais celui d'un passé tissé d'ombre. C'est là que tout commence. » Je l'aidai à tourner les pages d'un volume relié de The Times, édition de 1916. Poirot, méthodique, prenait des notes à la plume sur un carnet qu'il gardait toujours dans sa poche intérieure. « Regardez ici, » fit-il en me montrant une annonce de mariage datée de juin. Clarisse de Montferrand, duchesse d'Armont, épousa le capitaine Adrien d'Armont 2 mois avant son départ pour la France. Et ce mariage, dis-je, fut bref. Poirot acquiesça. Très bref, mais je soupçonne qu'il fut précédé par une autre. Inclination. Il tira alors un registre d'Everslade, un de ces grands volumes où sont notés les invités, les dîners, les correspondances. Et là, dans une main élégante, mai 1916, EM présent pour le week-end. Les premières lettres d'un nom effacé. Ce fut dans un dossier de presse local, soigneusement conservé dans une boîte en carton, que je tombais sur le nom. Poirot, venez voir cela. Un article daté d'août 1917 mentionnait la disparition d'un soldat du régiment de Norfolk, sous-lieutenant Étienne Marceau, porté disparu à Ypres, originaire de Limoges, affecté temporairement à une unité anglaise comme officier de liaison. Le visage de Poirot s'assombrit. Marceau. Voilà donc ce que cachait le EM des registres. Je lus à haute voix un passage du texte. On rapporte qu'il était apprécié pour sa discrétion, son calme et ses compétences en traduction. Il fut vu pour la dernière fois dans un boyau de première ligne, la nuit du 14 au 15 août. Il n'y a pas de mention de corps retrouvé. Non, répondit Poirot, mais ce n'est pas nécessaire. Pour certains, la disparition suffit à ensevelir la vérité. Je me penchai vers lui. Vous pensez que la duchesse est ce Marceau? Il me regarda longuement. Je pense que l'amour n'a pas toujours besoin de preuves, mais que les absences, elles, laissent des cicatrices que nul n'efface. Ce fut en fin d'après-midi que nous découvrîmes, dans un petit secrétaire de la chambre de Clarisse, un double fond dissimulant une pochette de cuir.
À l'intérieur, pliée plusieurs fois et usée par le temps, une lettre rédigée à l'encre brune, tremblante et en français. Poirot la lut d'une voix basse et lente. « Ma chère Clarisse, s'il m'envoie au front demain, je partirai avec le poids de votre regard dans mon dos. Je ne vous demande rien, si ce n'est de ne pas m'oublier. Vous savez ce que je ressens. Vous savez ce que j'emporte. E.M. » Certains mots étaient effacés par l'humidité, d'autres restaient intacts, poignants. Un parfum de vieille encre, d'oubli et d'aveu contenu. « Ce n'est pas une lettre d'adieu, » dit Poirot, « c'est une lettre de promesse. » « Une promesse qui n'a jamais pu être tenue, » murmurai-je. Il retourna l'enveloppe. Une annotation presque illisible y figurait au crayon. « Pour mon enfant, si un jour il ou elle veut savoir. » Je crus sentir mon cœur ralentir. Son enfant. Peut-être. Cela expliquerait bien des silences et bien des regards entre elle et Clémence. Poirot referma lentement la lettre et la rangea dans la pochette. Le passé n'est pas mort, Hastings. Il dort dans les tiroirs, dans les plis des robes, dans les lettres que l'on n'a jamais osé envoyer. Nous trouvâmes le docteur Lenbury dans la bibliothèque, feuilletant un recueil de poèmes sans le lire. Poirot s'assit en face de lui, croisa les jambes, et d'un ton doux, presque désinvolte, posa sa question. « Dites-moi, docteur, avez-vous déjà soigné la duchesse ?» Lenbury releva la tête, pris de court. « Soigné? Vous voulez dire ici, à Eversley ?»« Non, plus tôt, bien plus tôt. » Il y eut un long silence, puis, d'une voix lasse, « Oui, il y a une dizaine d'années. Elle traversait une période difficile. Elle m'avait été envoyée par une connaissance de Londres. J'étais psychiatre à cette époque. » « Quelle nature avait sa détresse ?» demanda Poirot. « Un épuisement nerveux. Elle souffrait de troubles du sommeil, d'angoisses inexpliquées. Elle avait des moments de désorientation, des cauchemars récurrents. A-t-elle parlé d'un certain Étienne ?» Lenbury hocha lentement la tête. Jamais de nom. Mais elle pleurait souvent en évoquant un homme qu'elle avait aimé, éperdu sans funérailles, sans corps, sans deuil possible. Poirot se leva. « Un chagrin suspendu, » dit-il. « Voilà ce qui rend la mémoire aussi dangereuse. » Et sans attendre de réponse, il se dirigea vers le petit salon, où Clémence lisait seule son livre à l'envers. Clémence sursauta légèrement en nous voyant approcher. Elle referma son livre d'un geste trop rapide pour être naturel. Poirot s'assit à ses côtés, avec une douceur presque paternelle. « Mademoiselle Valory, avez-vous déjà entendu parler d'un homme nommé Étienne Marceau ?» Elle hésita, puis répondit, trop vite, « Non, je ne crois pas. » Poirot pencha légèrement la tête. « Ce nom ne vous dit rien? Il n'a jamais été prononcé dans cette maison ?» Clémence serra les mains sur ses genoux. Son regard fuyait. Puis au bout d'un moment, « J'ai vu, une fois, dans un carnet de croquis de la duchesse, un visage dessiné à la plume, et dessous, les initiales E.M. Et vous ne lui avez jamais demandé de qui il s'agissait. » Elle secoua la tête. Elle m'a répondu que c'était une ombre de sa jeunesse. Poirot la remercia, puis, avant de se lever, ajouta doucement. « Les ombres de jeunesse, mademoiselle, sont souvent plus solides que les murs. » Elle ne répondit pas, mais je vis briller une larme muette au coin de ses cils. Une heure plus tard, tandis que nous étions seuls dans le bureau de Lady Alberton, Poirot fit ce que je redoutais. Il formula l'hypothèse que j'avais jusqu'alors refusé d'envisager. « Hastings, dit-il, et si Clémence n'était pas seulement la protégée de la duchesse ?»« Mais sa fille ?» Je restai figé. « Sa fille ? Mais ce serait, justement, inconcevable à l'époque, inacceptable. Une jeune femme noble, enceinte d'un soldat étranger disparu dans des circonstances floues. La solution la plus simple était le secret.
l'enfant confié à une parente, élevé dans le silence, puis ramené ici, sous un autre nom. Et Clémence n'en saurait rien. Je n'en suis pas certain. Peut-être l'ignore-t-elle, ou peut-être soupçonne-t-elle, et redoute ce qu'elle pourrait découvrir. Il fit quelques pas, mains croisées dans le dos, ce qui expliquerait ce regard, chaque fois qu'elle croise celui de Clarisse, ce mélange de distance et de douleur, l'écho d'un lien qu'aucune parole n'est venue nommer. Je ne trouvais rien à répondre. Les mots eux-mêmes semblaient insuffisants. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'écoutais le vent glisser contre les vitres d'Everslade. Le manoir semblait respirer à travers ses murs, chargé de souvenirs que personne n'osait réveiller. Je pensais à Clarisse, à Étienne, à ce visage tracé à l'encre et aux lettres jamais envoyées. Je pensais à Clémence et à cette absence d'enfance dans ses yeux. Et pour la première fois, je compris ce que Poirot avait pressenti. Certains drames ne laissent pas de corps, mais des âmes fracturées. Et ces morts-là, on ne les enterre jamais vraiment. Poirot déposa la broche d'alouette sur la table du petit salon, là où la lumière tombait juste assez pour en révéler les détails. Il l'observa longuement, la faisant pivoter entre ses doigts délicats. « Voyez-vous, Hastings, dit-il, ceci n'est pas l'original. Ce bijou est un faux. » Je me penchai, surpris. Un faux? Elle m'avait pourtant semblé identique à celle que portait la duchesse. Identique, oui, mais seulement pour un œil distrait. Cette monture est plus épaisse, les pierres moins nettes, et ici, regardez. La soudure du fermoir est moderne. L'original devait dater d'avant-guerre, peut-être même une pièce de joaillerie française. Je laissai échapper un sifflement incrédule. Donc, quelqu'un l'a remplacé? Non, Hastings. Quelqu'un a voulu que nous croyions à un suicide. Et il ou elle a fabriqué cette scène avec une minutie inquiétante. Je le vis reposer la broche avec soin. C'est une alouette morte, Hastings. Mais celle que portait la duchesse volait encore hier soir. Et dans le ton de sa voix, je crus percevoir plus qu'un constat. Une certitude qui ne demandait plus qu'à être prouvée. Nous retournâmes ensemble sur la lande. Le vent y soufflait toujours, mais j'étais frappé cette fois par l'étrange ordre des choses. Tout semblait composé, comme dans un tableau. « Vous remarquez, mon ami ?» dit Poirot en pointant le sol. Les herbes n'étaient pas piétinées. La pierre sur laquelle avait été posée la broche était propre, trop propre même, alors que les autres étaient couvertes de mousse et de boue. Et ici, poursuivit-il, voyez la direction du vent. Si l'on avait simplement laissé tomber cette broche, elle aurait roulé. Or elle était posée comme une offrande. Je me tus. Non, Hastings, cette scène n'est pas le fruit d'un désespoir, c'est un message. Un message? Adressé à qui? Poirot eut un sourire en coin. À celui ou celle qui saurait le lire. Et nous le lirons, mon ami. Il suffit d'ouvrir les bons livres. Dans l'après-midi, Poirot décida de s'entretenir de nouveau avec Lionel Ware. Nous le trouvâmes sur la terrasse, entouré de ses carnets, feignant une concentration que je soupçonnais volontairement affichée. « Monsieur Ware, dit Poirot, je crois savoir que vous entreteniez une certaine tension littéraire avec la duchesse. » L'écrivain leva un sourcil. « J'ai peut-être laissé entendre que je savais des choses. Cela excite l'imagination, n'est-ce pas? Vous l'avez menacé de révéler un secret ?» Il tapota la couverture de son carnet. Je lui ai dit que son passé avait de la valeur, et que les lecteurs aiment les duchesses blessées. Ce n'était qu'un jeu d'auteur, un jeu dangereux. Pas si l'on connaît les règles, monsieur Poirot. Poirot le fixa longuement. Et si elle avait disparu pour échapper à votre plume? Ware parut surpris, puis baissa les yeux.
Si elle a disparu, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ce qu'elle a toujours refusé d'écrire elle-même. Je vis dans les yeux de Poirot une lueur sombre. Vous ne l'avez pas tuée, mais vous l'avez peut-être poussée vers l'oubli. Où étiez-vous hier soir, entre 8 et 9 heures? Demanda Poirot sans détour. Ware haussa les épaules. Dans la bibliothèque. J'y suis resté seul pendant toute la soirée. Je préparais mes notes pour un chapitre. Personne ne peut le confirmer? Personne. Mais je suis écrivain. La solitude est ma compagne constante. N'avez-vous rien vu, rien entendu? Rien. Et je doute qu'on puisse entendre quoi que ce soit à travers les murs de pierre d'Eversley. Poirot, pensif, fit quelques pas. Un homme qui écrit sur la vérité, mais qui ne peut prouver la sienne. C'est curieux. La vérité, monsieur Poirot, n'est pas toujours celle qu'on peut justifier. Parfois, elle est juste, silencieuse. Cette dernière phrase flotta dans l'air comme une provocation. Mais Poirot ne répondit pas. Il nota seulement, mentalement, une vérité qui sonnait trop bien pour être innocente. Ce fut Clémence qui, le lendemain matin, manqua soudainement à l'appel. Lady Alberton, inquiète, fit prévenir Poirot dès qu'elle s'aperçut de son absence. Nous la cherchâmes dans les jardins, les salons, les serres, en vain. Elle avait l'air perturbée ces derniers jours, confia Lady Alberton. Mais je ne pensais pas... Elle savait quelque chose, coupa Poirot. Ou peut-être pressentait-elle quelque chose, et maintenant, elle fuit ce pressentiment. Elle est si sensible, soupirai-je. Peut-être n'a-t-elle simplement pas supporté la tension. Ou peut-être a-t-elle reconnu un parfum, un mot, une image. Le jardinier déclara l'avoir vue quitter le domaine, par le petit portail près des cyprès, enroulée dans un manteau bleu foncé. Elle marchait vite, dit-il, comme quelqu'un qui sait où il va, ou qui veut fuir ce qu'il laisse. Poirot hocha la tête. Hastings, il nous faut la retrouver. Si Clarisse est le centre de cette énigme, Clémence en est le cœur fragile. Et dans cette pensée, je sentis, pour la première fois, poindre la peur non d'un meurtre, mais d'un secret trop lourd pour une âme encore en formation. Ce fut en fin d'après-midi que Clémence reparut. Elle entra par la grande porte, le visage ruisselant de larmes, les traits décomposés, les cheveux défaits. Lady Alberton se précipita vers elle. « Ma chérie, mais où étais-tu donc passée ?» Clémence ne répondit pas. Elle tomba dans ses bras comme un oiseau blessé. Poirot s'approcha lentement. « Mademoiselle, dit-il avec douceur, vous êtes en sécurité maintenant, mais votre silence ne sauvera personne. » Elle leva les yeux vers lui, et je fus frappé par la douleur nue qu'on y lisait. « Je voulais juste réfléchir, seul. Je n'ai pas fugué. Je ne voulais pas disparaître, je vous le jure. » Poirot ne la brusqua pas. « Vous avez vu quelque chose, ou entendu, quelque chose qui vous a fait peur ?» Clémence se mit à sangloter. « Je ne sais pas ce que je sais. C'est cela le pire. J'ai l'impression de vivre dans une pièce qui m'était interdite et où tout me semble familier. » Poirot, pensif, posa la main sur son épaule. C'est souvent ainsi que l'on reconnaît une vérité enterrée. Et je compris alors que ce n'était plus une simple enquête. C'était une histoire de mémoire, de sang et d'identité. Ce soir-là, alors que je m'approchais des fenêtres du salon pour y tirer les rideaux, mon regard fut attiré par une lueur insolite dans le parc. Au loin, au-delà des massifs et des bosquets oubliés, une lumière vacillait faiblement, une sorte de lueur verdâtre, comme une veilleuse abandonnée. Je m'interrompis. Il me sembla qu'elle provenait de la vieille serre, celle dont tout le monde à Eversley semblait avoir oublié jusqu'à l'existence. Depuis notre arrivée, elle n'avait été ni évoquée, ni utilisée,
ni même mentionné. Et pourtant, à travers le voile des brumes du soir, cette lumière semblait vouloir rappeler sa présence. Je me retournai vers Poirot. « Vous voyez cela, mon ami ?» Il s'approche à son tour. « Tiens, curieux, très curieux. Une lanterne peut-être, ou une ampoule oubliée. Mais pourquoi là? Pourquoi maintenant ?» Il attrapa son manteau. « Venez, Hastings. Il y a des lieux qui, lorsqu'ils s'éveillent sans prévenir, ont souvent quelque chose à nous dire. Et moi, je suis tout disposé à les écouter. » Je le suivis sans un mot, car en cet instant précis, quelque chose me disait que cette lumière n'éclairait pas un lieu, mais un souvenir. Nous traversâmes les allées du jardin en silence. Le vent agitait doucement les feuillages secs, et les graviers crissaient sous nos pas. En approchant de la serre, je ressentis un froid étrange, non pas celui de la température, mais celui que provoque la proximité d'un lieu que l'on n'aurait pas dû déranger. La porte était entr'ouverte. Nous pénétrâmes à l'intérieur, et je fus aussitôt saisi par l'odeur, un mélange d'humidité, de poussière et de plantes mortes depuis longtemps. La lumière venait d'une vieille lampe à huile, posée au centre d'une table en fonte, écaillée. Rien n'a été cultivé ici depuis des années, soufflai-je. Et pourtant, murmura Poirot, quelqu'un est venu ici récemment. Tout était figé, mais portait les traces d'un passage récent. La poussière soulevée, une chaise déplacée, une vitre propre là où toutes les autres étaient ternies. « C'est un sanctuaire, » dit Poirot, « un sanctuaire secret. Et les sanctuaires, Hastings, ne sont jamais choisis au hasard. » Je n'osais répondre. Il y avait dans ce lieu quelque chose de solennel, d'ancien, comme si les choses mortes y attendaient encore leur nom. C'est Poirot qui aperçut la robe. Sur une chaise de jardin, rouillée par les ans, reposait avec une délicatesse presque douloureuse une robe de soirée. Noire, fluide, un peu fanée, mais encore marquée de ce parfum discret que j'avais appris à reconnaître, celui que portait Clarisse, les soirs, où elle voulait être silencieuse. « C'est la sienne », dis-je d'une voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha, observa les plis, la coupe, la manière dont elle avait été déposée, avec soin, avec une forme de tendresse. « Ce n'est pas un vêtement qu'on a abandonné, Hastings, c'est un vêtement qu'on a offert, ou qu'on a quitté, comme on se défait d'une identité trop lourde. » Je me penchai. Sur le tissu reposait une broche, non pas l'alouette, mais une simple épingle de perles, comme celle que portent les gouvernantes dans les romans anciens. « Une autre femme ?» souffla Poirot. « Ou la même, devenue autre. » Et tout à coup, l'idée me traversa que Clarisse n'était peut-être pas partie, mais qu'elle s'était transformée. Dans un coin de la serre, partiellement dissimulé derrière un rideau de lierre desséché, nous découvrîmes un grand miroir ancien. Le verre, terni, portait une large fêlure en diagonale, comme si le reflet lui-même avait été brisé. Poirot s'en approcha avec prudence, s'observa un instant dans l'éclat diffracté, puis me regarda, sans un mot. « Voilà, Hastings, le symbole parfait. Une image fracturée, un soi qui ne se reconnaît plus. » Je m'approchai à mon tour. Le miroir renvoyait notre reflet, mais aussi celui de la serre, des plantes mortes, de la robe sur la chaise. Tout cela, fondu dans une seule vision trouble. « Ce miroir n'est pas fêlé par hasard, » poursuivit Poirot. « Il a été brisé volontairement, et je crois savoir pourquoi. Pour effacer un visage, ou pour se libérer de celui qu'on croyait devoir porter. » Je restai longuement devant cette surface éclatée, comme fasciné. Il me semblait voir, dans ces cassures, une forme de douleur que nul mot ne pouvait traduire. Un miroir brisé, une robe abandonnée, une lumière discrète, autant de fragments d'un passé qu'on n'avait pas voulu enterrer.
mais transformé. Poirot marchait lentement dans la serre, ses doigts frôlant les feuilles sèches, son regard plus intérieur qu'à l'ordinaire. « Hastings, dit-il enfin, je crois que nous nous sommes trompés. À quel sujet? À propos de la disparition. Ce n'est pas un enlèvement, ni un suicide, ni même une fuite. C'est une mise en scène, mais pas pour les autres, pour elle-même. » Je fronçai les sourcils. « Vous voulez dire que Clarisse aurait simulé sa propre disparition dans un but personnel? » Exactement. Elle voulait mourir, symboliquement, se débarrasser de son ancienne existence, de son nom, de ses regrets, de son titre. Elle a abandonné sa robe comme on laisse un corps. Je frissonnais malgré moi. Pour devenir qui? Cela, je ne le sais pas encore. Mais elle a laissé des indices, volontairement. Elle voulait qu'on retrouve son geste, mais pas son visage. Je fixais la lampe, vacillante, sur la table. Alors elle est peut-être encore là, près de nous, mais différente. Poirot acquiesça, pensif. Elle n'a pas fui. Elle s'est reconstruite. Et dans cette serre, elle a commencé par briser son propre reflet. À l'extrémité de la serre, dissimulé derrière un vieux drap taché de moisissure, se trouvait un chevalet couvert de toile. Poirot écarta lentement le tissu. Un portrait apparut, jauni par le temps, mais étonnamment intact. Un homme jeune y était représenté, en uniforme, le regard sombre et doux à la fois. Je n'eus pas besoin d'explication. « Étienne Marceau », murmurai-je. Poirot fit un léger signe de tête. Sans doute peint juste avant son départ au front. Regardez bien, Hastings, il ne s'agit pas d'un simple souvenir. C'est un monument personnel. Clarisse a gardé ce visage caché là, comme un sanctuaire privé. Je m'approchai, fasciné. C'est lui qu'elle voyait encore, pas l'Adrien d'Armont, pas les invités, pas même Clémence, mais lui, ce jeune homme qu'elle avait aimé en silence, éperdu dans la boue des Flandres. Poirot effleura le cadre. C'est peut-être à lui qu'elle voulait redevenir fidèle, en devenant une autre, une femme qui n'est plus duchesse, ni épouse, ni mère. Et dans cette serre aux odeurs de fin, ce portrait semblait murmurer une vérité plus tenace que la mémoire. En quittant la serre, je jetai un dernier regard vers le miroir brisé. Un éclat y accrocha la lumière et me renvoya mon propre visage, mais fendu, flou, distant. Je ne sais pourquoi cela me troubla profondément. Il me sembla, l'espace d'un instant, que le passé et le présent s'étaient superposés, que Clarisse, Étienne, Clémence et même moi étions pris dans une même trame, invisible mais persistante. « Poirot, soufflai-je, pensez-vous qu'on puisse vraiment se réinventer ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix calme, « Seulement si l'on accepte de disparaître d'abord. » Et nous regagnâmes le manoir en silence. Ce fut, au cœur de l'après-midi, à l'heure précise où le thé était servi dans les règles les plus strictes du comté, que Poirot nous demanda de rejoindre le grand salon. L'air était immobile, presque trop calme pour être naturel, et l'on aurait cru que les lourds rideaux retenaient non seulement la lumière, mais quelque chose de plus grave encore, une révélation imminente. Tous étaient présents. Lady Alberton, Clémence, Lionel Ware, le docteur Lenbury, même le majordome au visage de pierre. Personne ne parlait. La nappe de dentelle semblait trop blanche, les tasses trop fragiles. Poirot se tenait debout, mains croisées derrière le dos, comme un chef d'orchestre prêt à lever la baguette. « Mes amis, » commença-t-il d'un ton paisible mais ferme, « je vous remercie de votre ponctualité. Il est temps, maintenant, de remettre un peu d'ordre dans ce qui fut soigneusement embrouillé. » Et dans ce silence suspendu, nul n'osa remuer. Poirot ne s'adressa à personne en particulier, et pourtant chacun se sentit visé, comme s'il énonçait des vérités qu'on avait tous tenté d'oublier. Le drame
que nous avons vécu, dit-il, n'en est pas un. Pas dans le sens traditionnel, du moins. Une robe déposée sur une chaise rouillée, une broche faussement précieuse, une trace de pas au bord d'une falaise. Que voulez-vous? Une scène trop parfaite, trop obéissante au langage du chagrin. Je vis le regard de Clémence se troubler, celui de War se détourner vers les vitres. Le suicide, une illusion. Le chagrin, un leurre. La duchesse Clarisse n'a pas été emportée par la mer, ni enlevée par quelque main obscure. Elle a disparu à dessein, comme on referme un livre, en prenant soin de poser un signet à la page souhaitée. Lady Alberton chancela imperceptiblement. Poirot poursuivit, implacable. Chaque objet retrouvé, robe, miroir, portrait, n'était pas preuve de désespoir, mais de volonté. Volonté de se libérer, d'atteindre enfin la vérité. Il marqua une pause, puis, doucement. Car avant de disparaître aux yeux des autres, Madame la Duchesse voulait faire apparaître ce qui avait été enterré depuis longtemps. Un frémissement parcourut l'assistance. Poirot, sans se laisser troubler, reprit. La duchesse Clarisse est vivante, bien vivante, et elle se trouve encore à Everslade Court. Je sursautai. Lady Alberton, elle, porta une main à sa poitrine, comme pour retenir quelque chose qui menaçait de s'effondrer. Elle a vécu ces derniers jours cachée dans un lieu que vous ne visitez jamais. La serre, refuge du passé, théâtre des illusions, sanctuaire choisi. Elle y a orchestré sa propre disparition avec une minutie qui m'honore. Poirot esquissa une légère courbe de lèvres, presque affectueuse. Elle voulait que certaines vérités surgissent non sous la violence ou la menace, mais par la force du silence. C'est là tout son génie et toute sa douleur. Mais pourquoi? Souffla Clémence. Poirot se tourna vers elle. Parce qu'elle savait que le moment était venu, le moment où le mensonge ancien allait pourrir jusqu'à suinter, et où il faudrait enfin l'exposer à la lumière. Je sentis alors, pour la première fois, non pas l'étonnement, mais une forme de respect mêlé de tristesse. Car orchestrer une disparition n'est rien, mais organiser un dévoilement, c'est un art plus cruel. Poirot laissa un silence glisser entre ses paroles, puis se tourna lentement vers le docteur Lenbury. N'est-ce pas, Henri de la Rocque? Le médecin pâlit. Sa tasse trembla légèrement dans sa soucoupe. Un tressaillement à peine perceptible trahit ce que des années d'habitude avaient su dissimuler. « Je ne comprends pas. »« Mais si, vous comprenez, » répliqua Poirot. « Vous étiez fiancé à Clarisse, autrefois, avant Étienne Marceau, avant la guerre. Puis vous avez disparu, comme tant d'autres, ou du moins, vous avez changé de nom, d'accent, de spécialité. Vous êtes devenu le docteur Lenbury, un homme de confiance, un visage neutre, mais la mémoire, elle, ne se travestit pas. » Il sortit de sa poche un vieux cliché, jauni, que je reconnus aussitôt, celui trouvé dans la serre, représentant Clarisse et deux hommes, Étienne et Henri. Elle vous a reconnu dès votre retour à Everslade, et elle a compris que vous étiez venu pour surveiller, contrôler, peut-être même empêcher. Le regard du médecin s'était figé, mais ses lèvres restaient closes. Votre silence, docteur, était un masque. Il vient de tomber. Et sous ce silence se cachait un amour fané et un crime d'orgueil. Poirot n'avait pas besoin de documents, ni de preuves matérielles. Sa voix suffisait. Son regard, aussi, brillant comme une lame polie. Henri de la Rocque n'a pas seulement trahi un amour, il a trahi un homme, Étienne Marceau. Il se pencha légèrement. Pendant la guerre, vous faisiez partie du même bataillon. Étienne avait le cœur de Clarisse, et cela vous rongeait. Alors, vous avez glissé un mot, une accusation, un soupçon de désertion, ou peut-être une lettre interceptée, une information manipulée. Je restais,
pétrifié. Étienne a été porté disparu, mais certains documents, retrouvés par mes soins et conservés à bonne distance, montrent qu'il a d'abord été arrêté, jugé, pour une trahison sans preuve. Or, il n'y avait qu'un seul homme à porter pour fournir cette dénonciation. Poirot laissa la phrase s'étirer comme un fil tendu. Vous l'avez condamné, par jalousie, pour effacer le rival, et vous êtes revenu ici, sous un autre nom, pour effacer les traces. Lenbury, ou plutôt de la Roque, baissa les yeux. Il n'y avait plus rien à nier, ni dans l'air, ni dans son silence. La vérité, comme le poison, avait fait son œuvre, lentement, méthodiquement. Poirot s'assit enfin, comme si tout avait été dit. Clarisse n'a jamais voulu la prison, ni l'humiliation publique. Elle a voulu que le coupable se voie dans un miroir brisé. Elle a voulu une justice privée, une réparation morale. Et pour cela, elle a imaginé chaque détail. Elle savait que je finirais par comprendre, que vous finiriez par parler. Il croisa les doigts, et son regard se posa sur la porte close du salon. Elle ne réapparaîtra pas tout de suite, peut-être jamais comme avant, mais elle a accompli ce qu'elle devait. En silence, avec la douleur d'une femme et la rigueur d'un juge. Il leva les yeux vers moi. La vérité n'a pas éclaté, Hastings. Elle a été libérée, comme un oiseau qui sort d'une cage. Et dans ce salon muet, on entendait presque le bruissement de ses ailes. Je contemplais le visage livide du médecin, cet homme qui n'en était plus un, mais une forme vide, consumée par ses propres ombres. Autour de lui, nul ne parlait. Le thé refroidissait. Les gâteaux restaient intacts. Le passé ne me semblait plus un souvenir, mais une braise vive, couvant sous les nappes du présent. Clarisse avait choisi de faire justice avec lenteur, avec dignité. Et moi, je restais là, incapable de savoir si j'avais assisté à une confession ou à une rédemption. Le silence n'était plus un vide, c'était un verdict. Elle entra sans bruit, comme un souffle qui aurait traversé les siècles. La duchesse Clarisse, vêtue de noir, apparut dans l'encadrement de la porte, et il me sembla que le silence lui-même s'inclinait devant elle. Personne ne se leva, personne ne parla, et pourtant son arrivée bouleversa l'équilibre fragile de la pièce. Lady Alberton ferma les yeux. Clémence porta les mains à sa bouche. Quant au docteur Lenbury, ou plutôt Henri de la Roque, il recula d'un pas, l'ombre d'une ancienne faute déjà posée sur ses épaules. Elle n'avait rien d'accusateur dans l'attitude, rien de dramatique non plus, seulement une gravité pure, comme si elle portait, dans le simple pli de son manteau, les années perdues, les amours enterrés, les trahisons désormais mises à nu. Je fus frappé par la justesse de son maintien. Elle ne dominait personne, et pourtant, elle imposait tout. Elle se tenait là, comme une vérité qu'on ne peut plus contourner, une présence qui oblige à revoir toute chose à la lumière d'un passé trop longtemps dérobé. Et sans un mot, elle avança, posant sur chacun ce regard calme qui semble juger sans condamner. Puis elle s'arrêta devant l'homme qu'elle avait aimé. « Henri », dit-elle simplement. Il releva les yeux, et je vis dans son regard quelque chose de brisé, mais non par la peur, plutôt par cette lucidité impitoyable qui naît lorsque l'on comprend que plus rien ne peut être défait. La duchesse ne trembla pas. Ses traits, bien que tirés, conservèrent cette dignité des femmes qui ont trop pleuré pour encore céder à l'émotion. « Je ne vous poserai qu'une question, » poursuivit-elle. « Une seule? Était-ce prémédité, ou seulement une faiblesse ?» Henri hésita. On eût dit qu'il cherchait une sortie, une version allégée de la vérité. Mais il comprit sans doute que devant cette femme, le mensonge serait plus infâme encore que le crime lui-même. « C'était une impulsion, » répondit-il.
une lâcheté sans doute, mais aussi un espoir, le dernier, celui que vous m'aimiez encore. Elle hocha la tête, très lentement. Alors c'était cela, pas la guerre, pas la haine, juste un orgueil blessé. Poirot restait silencieux, observant les mots comme on observe un poison qui se répand. « J'avais le droit de savoir, » murmura Clarisse. « Depuis tout ce temps, je croyais qu'Étienne m'avait abandonné. Mais c'est vous qui l'avez effacé. » Elle se détourna, le regard fixe, et je sus qu'elle n'avait pas fini. Henri de la Rocque, pour la première fois depuis le début, sembla véritablement vieilli. Il n'était plus ce médecin réservé et courtois, mais un homme las, vidé de ses justifications, rendu à la nudité de ses actes. « Je l'ai dénoncé, » avoua-t-il enfin, d'une voix sourde. Il avait quitté le cantonnement une nuit. Je savais que c'était pour vous voir, vous rejoindre en secret. Ce n'était rien de grave, il comptait revenir. Mais moi, j'y ai vu l'occasion. Il fit une pause. La lumière tombait doucement à travers les vitres du salon, et ses paroles semblaient s'y suspendre, comme des ombres longues. Je l'ai signalé comme déserteur. J'ai glissé une note anonyme dans les papiers de l'officier supérieur. Ce fut rapide, trop rapide. Il fut arrêté, jugé. Je n'ai plus jamais su ce qu'il était devenu. Je l'ai cherché, des années plus tard, mais tout était déjà effacé, sauf en moi. Clarisse restait immobile. Je crus voir ses doigts se crisper légèrement sur le dossier du fauteuil. Ensuite, continua-t-il, je n'ai pas supporté votre regard. Je suis parti. J'ai changé de nom, de métier. J'ai voulu recommencer, être utile. Mais rien ne guérit la trahison. Il leva les yeux vers elle, cette fois sans défense. Je ne cherche pas le pardon. Seulement que vous sachiez, c'était vous, toujours vous. Mais elle ne répondit pas. Elle se tenait, droite, dans ce silence plus terrible que tous les reproches. Il pleura. Oui, Henri, le docteur, si mesuré, l'homme aux mains tranquilles, laissa couler des larmes lentes, silencieuses. Ce n'était pas un effondrement, ni une scène. C'était quelque chose de plus grave, le relâchement d'une digue intérieure, trop longtemps tenue. Et pourtant, en moi, je sentais que ces larmes n'auraient aucun effet. Elles ne ramèneraient pas Étienne, elles n'effaceraient ni les années perdues, ni les illusions brisées, ni la solitude cultivée par Clarisse comme un deuil privé. Elle l'observait, non pas avec cruauté, mais avec une lucidité glacée. « Pleurer ne suffit pas, Henri, » dit-elle enfin. « Ce n'est pas votre douleur qui m'importe, c'est celle que vous avez laissée derrière vous, celle qu'il a portée jusqu'à sa dernière heure. » Il hocha la tête, incapable de parler. « J'ai cru, » continua-t-elle, « que l'oubli serait ma délivrance, que le silence m'épargnerait l'amertume. Mais ce n'était qu'un exil. Vous m'avez condamné à douter de l'amour d'un homme qui m'avait tout donné. » Je baissai les yeux. Il y avait dans cette confession quelque chose d'insoutenable, une vérité nue, sans pansement possible. Et je compris soudain que certaines blessures, aussi anciennes soient-elles, continuent de saigner dans l'ombre. Poirot se leva. Il n'avait pas prononcé un mot depuis l'entrée de Clarisse. Mais à cet instant, il lui sembla nécessaire d'imposer la mesure des choses. « Monsieur de la Rocque, » dit-il avec une solennité sobre, « il n'existe pas de tribunal pour juger ce que vous avez fait. Les preuves sont dissoutes par le temps, les témoins par la mort. La loi, elle, n'a plus de prise. » Henri releva les yeux, sans espoir. « Et pourtant, » reprit Poirot, « vous êtes bel et bien jugé, par elle, bien sûr, mais aussi par vous-même. Et cela, permettez-moi de vous le dire, est parfois la plus terrible des condamnations. » Il se tourna vers nous tous. « Mes amis, il n'est pas dans mon rôle d'exiger un châtiment, mais la vérité que voici révélée, est en soi
une sentence, car elle ôte le masque, elle détruit l'illusion, et elle laisse chacun face à ce qu'il a semé. Il revint vers Clarisse. Vous avez voulu cette confrontation. Vous l'avez provoquée, avec une finesse et une patience admirables. Vous n'avez pas choisi la vengeance, mais l'éclatement lucide d'un secret. Elle ne répondit pas, mais son regard s'adoucit. Poirot reprit, plus bas. La justice humaine s'arrête ici, mais la mémoire, elle, poursuivra. Et parfois, c'est elle qui pèse le plus lourd. Et dans cette salle où plus personne n'osait bouger, ces mots demeurèrent suspendus, comme la dernière note d'un adagio. Elle s'avança d'un pas, très lentement, comme si chaque geste comptait. « Je ne porterai plainte, dit-elle. Je ne chercherai ni audience, ni sentence publique. » Henri la regarda, abasourdi. « Vous ne comprenez pas, je ne mérite pas votre clémence. » Elle secoua la tête. Ce n'est pas de clémence qu'il s'agit, mais de solitude. Elle marqua une pause, puis ajouta, presque doucement, « Vous porterez votre honte, seul, sans excuse, et ce poids, je le sais, ne vous quittera plus. » Elle se tourna vers Poirot, puis vers moi, sans sourire. « Je n'ai pas voulu la justice des hommes, je voulais qu'ils sachent que je savais, qu'ils entendent, enfin, ce que j'avais eu. Je n'ai plus rien à lui dire. » Elle recula, sans colère ni éclat. Ce fut, je crois, ce silence-là qui nous frappa le plus, la dignité muette d'une femme brisée, mais encore debout, et je vis dans les yeux d'Henri non la peur, mais le vide, un vide plus terrible que toute prison. Je demeurai figé, incapable d'articuler un mot. L'air semblait saturé d'aveux anciens, d'ombres ravivées, de douleurs enfouies depuis trop longtemps. J'aurais voulu dire quelque chose, peut-être consoler, mais il n'y avait rien à ajouter. Je compris alors que la vérité, une fois nue, laisse parfois plus de blessures que le mensonge. Clarisse sortit, sans se retourner. Henri, lui, resta assis, les mains vides. Et moi, au milieu de ce grand salon devenu théâtre, je mesurais le poids silencieux de ce qu'on croyait oublier, et qui un jour revient, toujours. Ce ne fut qu'au moment où le majordome constata l'absence d'un manteau dans l'antichambre que l'on comprit que la duchesse était partie. Pas un mot, pas une lettre, rien d'autre que cette absence, posée comme une évidence dans la lumière déclinante. Je sortis, presque machinalement, dans le parc d'Everslade, et c'est là, au détour d'un sentier bordé d'herbes hautes, que je la vis une dernière fois. Elle marchait d'un pas lent mais sûr, enveloppée dans un manteau gris perle qui épousait les couleurs du crépuscule. Elle empruntait le sentier des Alouettes, celui-là même que les enfants du domaine avaient jadis baptisé, ainsi en raison des chants matinaux. Poirot, derrière moi, s'était arrêté. Elle a choisi son moment, dit-il doucement, sans panache, sans révérence, mais avec toute la force d'un adieu silencieux. Je n'ajoutais rien. Je regardais cette silhouette s'éloigner, comme on regarde un rêve s'effacer au réveil. Elle ne se retourna pas. Elle n'avait pas besoin d'adieu. Son départ en disait bien plus que des mots. Et le vent du soir emporta ce dernier passage avec la pudeur de ceux qui savent que certaines douleurs ne s'écrivent pas. Ce fut Clémence qui retrouva, sur sa coiffeuse, le petit écrin de velours noir. Rien ne le distinguait d'un bijou quelconque, sinon peut-être cette note minuscule, pliée en deux, glissée à l'intérieur. Je me tenais dans l'ombre du vestibule lorsque la jeune femme monta les marches, l'écrin serré contre elle. Je crus entrevoir, un instant, une étrange expression sur son visage, quelque chose entre la peur et l'espoir, comme si elle pressentait ce qu'elle allait découvrir. Dans sa chambre, elle s'assit. Elle ouvrit la boîte, et la lumière tamisée y fit scintiller une broche ancienne
en forme de marguerite stylisée montée sur or blanc. Mais c'était la note qui changeait tout. Cette broche appartenait à mon propre père. Elle est à toi désormais, non par devoir, mais par vérité. Tu es né d'un amour qui n'aurait jamais dû avoir lieu, mais qui fut, pourtant, le seul véritable. Je ne t'ai jamais dit ces mots, parce que je voulais te protéger. Aujourd'hui, je te rends ton nom, sans rien t'imposer. Clarisse. Elle relut plusieurs fois, puis elle ferma l'écrin, avec une lenteur qui ne trahissait plus le choc, mais la réorganisation de tout un monde intérieur. C'était là l'héritage véritable, non une broche, mais une identité rendue, en silence. Je trouvai Clémence dans la bibliothèque, plus tard dans la soirée. Elle ne lisait pas. Elle tenait la broche dans sa paume, comme on tiendrait un secret vivant, palpitant, redouté et aimé à la fois. « Vous saviez » demanda-t-elle sans me regarder. « Non » répondis-je sincèrement. Mais j'avais pressenti un lien. Elle hocha lentement la tête. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais là par charité, une orpheline recueillie, une enfant bien éduquée, mais sans nom. Sa voix ne tremblait pas. C'était cela qui me frappa. Elle parlait avec cette gravité calme des révélations trop profondes pour pleurer. « Et maintenant » continua-t-elle, « je sais, mais je ne sais plus qui je suis. Fille d'un amour caché, fille d'un silence, d'une absence. Est-ce mieux ?» Je ne trouvais rien à répondre. Ce genre de vérité n'offre pas de consolation immédiate. Eltes ne libère Mekpei. Elle déplace le centre de gravité de l'existence. Elle m'a tout donné, sauf elle-même, murmura-t-elle. Et dans son regard, il n'y avait ni colère, ni pardon, seulement ce mélange si humain d'admiration blessée et d'amour tardivement compris. Nous marchions lentement dans les jardins, Poirot et moi, sous le ciel rougeoyant. L'air avait une densité étrange, comme si les souvenirs eux-mêmes pesaient sur nos pas. « Mon ami, » dit-il enfin, « il est remarquable de constater à quel point les secrets les plus anciens ont besoin de la lumière, fût-ce au crépuscule de la vie. » Je ne répondis pas. J'attendais toujours ces phrases comme on attend un verre d'eau dans un désert moral. « Ce que cette pauvre duchesse a tenté de faire, » poursuivit-il, « ce n'est pas seulement de se cacher, c'était d'épargner. D'épargner qui? Tout le monde, l'enfant, le défunt, même le traître d'une certaine manière. Elle a enfermé son passé comme on enferme une bête féroce. Mais une cage, aussi solide soit-elle, rouille avec le temps. Il s'arrêta un moment, observant les dernières lueurs se fondre dans l'ombre. Il y a, dans la transmission silencieuse, une forme de noblesse, mais aussi de cruauté, car ce qui n'est pas dit laisse place à des fantômes. Croyez-vous que Clémence lui pardonnera ? Poirot leva les sourcils. Ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de construction. L'identité se bâtit sur les ruines autant que sur les fondations. Et nous restâmes là, quelques instants encore, à regarder les étoiles naissantes, comme si elles savaient, mieux que nous, où se déposent les vérités durables. Nous regagnâmes le manoir, lorsque les dernières lueurs s'étaient fondues dans le noir. Le silence d'Everslade était désormais différent, non plus pesant, mais absorbant, comme un tissu ancien qui avait tout entendu. Je marchais un peu en retrait, les mots de Poirot résonnant encore en moi. Il avait dit un peu plus tôt, d'un ton presque absent, « Vous savez, Hastings, certains meurtres ne tuent pas des corps, ils tuent des âmes. » Et cette phrase, plus que toutes les révélations, me resta. Elle me rappela Étienne Marceau, disparu dans un silence militaire. Clarisse, exilée dans son propre nom. Clémence, élevée dans un vide parfaitement poli. Henri, mutilé de l'intérieur. Et moi, simple témoin,
soudain frappé par la violence des choses, tue. Je compris, alors, que le crime n'est pas toujours un acte ponctuel. Parfois, c'est une onde. Elle se propage, se cache, traverse les générations. Et ce n'est qu'au moment où elle se brise que l'on entend enfin son bruit. Je me retournai. Le manoir d'Everslade se dressait, immobile, les fenêtres noires. Et dans ce noir, je crus entendre, non un cri, non un appel, mais simplement une vérité ancienne qui, pour la première fois, avait trouvé la voie. Le ciel de ce matin-là était d'un gris laiteux, sans contour, comme s'il hésitait à accorder une émotion précise à notre départ. Nous étions debout depuis l'aube, silencieux, presque solennels. Lady Alberton nous accompagna jusqu'au perron, digne et droite, malgré la fatigue perceptible dans ses traits. Aucun mot superflu ne fut échangé, la politesse tenait lieu d'adieu. Poirot, dans son complet foncé, inclina légèrement la tête en lui tendant la main. Elle y posa la sienne sans un mot, et je crus y voir le frémissement discret de la reconnaissance. Le silence entre eux fut plus expressif qu'un long discours. Nous prîmes la voiture jusqu'à la petite gare d'Everslade, que nous avions connue autrefois animée, et que nous retrouvions figée dans le silence d'un matin d'après-vérité. Le train attendait, immobile, prêt à emporter les derniers témoins d'un drame désormais clos. Une fois installé dans notre compartiment, je tournai la tête une dernière fois vers le quai désert. Rien ne bougeait, sinon une bourrasque légère qui souleva quelques feuilles mortes. Le passé restait derrière, rangé, comme les portraits dans la galerie du manoir. Mais il allait, j'en étais sûr, nous accompagner jusque dans le wagon. Le train s'ébranla lentement, et les vibrations régulières des rails installèrent entre nous un rythme apaisant, presque hypnotique. Poirot, assis face à moi, ne disait rien. Il regardait le paysage défiler, sans vraiment le voir, les mains croisées sur sa canne, les sourcils froncés, comme s'il poursuivait une réflexion intérieure dont je n'étais que le témoin silencieux. Je me demandais, non sans une certaine gêne, s'il était prudent de parler. Le silence avait pris une consistance inhabituelle, non pas lourde, mais dense, comme si les mots n'étaient pas encore prêts à affronter ce que nous avions découvert. J'observais mon ami, ce petit homme méticuleux, dont la rigueur intellectuelle n'avait d'égal que la pudeur émotionnelle. À cet instant, je le sentis fatigué, mais non par l'effort physique. C'était une lassitude morale, comme si l'affaire d'Everslade l'avait ébranlé au plus intime de sa conception de la justice. Je songeais à Clarisse, à Clémence, à Henri de la Roque, à toutes ces âmes égarées dans des jeux d'apparence et de silence. Et je compris, sans qu'il ait besoin de le dire, que pour Poirot aussi, l'affaire n'était pas tout à fait close. Elle s'était simplement retirée à l'intérieur. Puis, lentement, il releva les yeux vers moi. Ses prunelles sombres avaient en perdu un peu de leur éclat habituel, mais leur intensité, elle, restait intacte. « Mon cher Hastings, savez-vous pourquoi cette affaire me laisse un goût particulier ?» Je hochai la tête, l'invitant à poursuivre. « Parce qu'il n'y a pas de coupable à traduire devant un tribunal, pas de chaîne, pas de sentence, et pourtant... » Il marqua une pause, cherchant ses mots, comme un homme mesure la justesse d'un diagnostic délicat. Et pourtant, ce fut l'un des crimes les plus profonds que j'ai jamais observés. Car il ne s'est pas inscrit dans le sang, mais dans les absences, dans ce qui n'a pas été dit, dans ce qui a été volontairement enfoui. Je l'écoutais, bouleversé. Certains meurtres, Hastings, ne détruisent pas le corps. Ils rongent l'âme, lentement, patiemment, et leur trace est d'autant plus terrible qu'elle demeure invisible à la loi. Il détourna le regard, reprenant sa posture immobile. Mais la vérité,
continua-t-il doucement, n'a pas toujours besoin de justice humaine. Parfois, être révélée lui suffit. Elle pèse, elle reste, et c'est là son propre châtiment. Je frémis, car au fond, je le savais déjà. C'est à la gare de Reading que l'événement le plus inattendu se produisit. Un jeune porteur frappa timidement à la porte de notre compartiment et tendit une enveloppe à Poirot. « Pour Monsieur Poirot, de la part de Mademoiselle Clémence. » « Remise à la dernière minute, » dit-il, avant de s'éclipser. Poirot ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier crème, au pli net, portait une écriture que je reconnus aussitôt. Élancé, sobre, décidé. Il lut en silence, puis me tendit la lettre comme on offre un dernier chapitre. « Monsieur Poirot, vous m'avez aidé à comprendre l'origine de mon silence intérieur. Désormais, je veux en faire un chant. J'ai décidé d'écrire, non pour témoigner, mais pour sublimer. Je signerai Clarisse Marceau, non pour usurper, mais pour honorer. Merci de m'avoir ouvert la dernière porte, Clémence. » Je relus 2 fois. Le nom choisi portait en lui une réconciliation. Clarisse Marceau. Une identité nouvelle, bâtie sur les cendres d'un secret. Poirot hocha lentement la tête. « Voilà, » dit-il, « l'histoire continue, mais dans un autre langage. » Et il replia la lettre avec le soin qu'on accorde à un acte symbolique. Je m'apprêtais à m'adosser plus confortablement, lorsque mon regard fut attiré par un détail minuscule mais singulier. Juste là, posée délicatement sur la petite tablette au bord de la fenêtre, une alouette en papier. Elle n'était pas là au départ. J'en étais certain. C'était une de ces figurines de pliage minutieux, en papier ivoire, presque trop légère pour tenir contre la vitre. Le vent du train l'aurait emportée s'il n'y avait eu ce mince filet de condensation à laquelle elle semblait, d'une manière presque poétique, adhérer. Je touchai doucement l'oiseau de papier. Il était froid, fragile, parfait. « Regardez, Poirot. » Il se pencha, observa l'objet, puis sourit doucement. « Elle a compris, » murmura-t-il. « Elle, Clémence, ou Clarisse désormais. L'alouette, mon ami, c'est l'âme libérée. C'est le chant discret, mais irrévocable, de celle qui s'envole avec ce qu'elle ne peut plus porter. » Je n'ajoutais rien. J'observais cette alouette immobile, tandis que le paysage filait autour de nous. Et dans ce symbole silencieux, je lus, peut-être pour la première fois, une paix véritable, la paix d'un mystère éclairci, d'un nom retrouvé, d'une mémoire rendue à elle-même. Et je sus alors que, pour une fois, la fin ne portait pas la douleur, mais une forme très pure de lumière. Certaines vérités ne se crinent pas. Elles se murmurent au creux du silence, là où seuls les cœurs attentifs peuvent les entendre. Et vous, face à tant de non-dits, auriez-vous su démêler les fils de cette mémoire enfouie? Si l'enquête vous a touché, likez cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres mystères feutrés, et partagez vos impressions en commentaire. Car parfois, un simple mot écrit dans la nuit suffit à réveiller toute une vie oubliée.